Bon, j'ai voulu tenter un nouveau décor et un nouvel angle, mais vous y habituez peut-être pas trop parce que là, j'en ai fait des trépieds pas très stables depuis que j'ai commencé cette chaîne. Mais alors celui-là, vous êtes posé sur la petite table qui me sert de table quand j'écris sur mon ordinateur, deux dictionnaires et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres. Du coup, on va essayer de faire ça vite avant que ça se casse la figure. On va aussi prier pour pas que le son se décale, hein. Parce que dans la vidéo de la semaine prochaine, le son s'est encore décalé. Le mois d'avril est passé tellement lentement que je ne suis même pas capable je me sens même pas capable de vous parler de mes deux premières lectures parce qu'elles me semblent si lointaines. On va déjà commencer par les deux nominés qui n'ont pas gagné de prix. Je sais pas. La 8e couleur de Thierry Pratchett, je vous avais dit que j'avais commencé à lire ce livre et si jamais vous avez suivi mes vlogs, vous savez que je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné à peu près la moitié parce que je n'arrivais absolument pas à accrocher. La 8e couleur, c'est le premier volume d'une saga d'au moins 30 livres, d'une saga de fantasy qui se veut un petit peu parodique des grands univers de fantasy et des grands piliers de la fantasy, mais sans jamais vraiment tomber dans la moquerie, sans jamais vraiment, voilà, c'est drôle, mais ça se veut pas méchant, c'est pas pour juger, et il y a une vraie histoire et un vrai univers, parce que bah, pour faire au moins 30 bouquins, il faut s'accrocher. Et moi, j'ai pas réussi à m'accrocher. Ça l'a pas fait du tout. À la moitié du livre, je comprenais déjà plus trop ce qui se passait. Ça n'a pas marché. Et ensuite, il y a eu les papillons géomètres. Alors là, je peux pas vous dire de qui c'est parce que je l'ai pas lu assez longtemps pour me souvenir de l'auteur ou de l'autrice. Je crois que c'est une autrice, mais je peux me tromper. Et je ne peux pas non plus vous dire de quoi ça parle parce que j'ai même pas lu de chapitre. À la fin du deuxième chapitre, à peu près, j'ai dit non, c'est bon, j'y arrive pas. Je suis pas rentrée dedans et je devais lire les phrases au moins 2-3 fois avant de comprendre ce qui se passait. Et je me suis dit non, mais je vais pas me prendre la tête à lire un bouquin entier où il faut que je me refasse les passages encore et encore et encore pour comprendre ce qui se passe. Et actuellement, je suis en train de lire le tome 1 du Chant du Loup, je crois, le tome 1, le Clan Bennett de T.J. Klune. Je voulais le terminer pour cette lecture, mais il me reste encore une bonne moitié à lire en fait, parce que j'ai du mal. C'est très bien écrit, c'est pas un problème, mais je m'accroche pas du tout au personnage, et je trouve la relation entre Ox et Joe, elle me met extrêmement mal à l'aise, cette relation. Donc du coup, je lis très lentement, et je me demande même si je vais pas abandonner ma lecture. Désolée pour toutes les personnes qui me l'ont conseillé et qui voulaient absolument mon avis dessus, mais je sais pas si je vais réussir à le terminer. Surtout qu'en plus, là, dans ma palle, il y a des bouquins que j'ai tellement envie de lire et que j'ai tellement envie de faire passer avant cette lecture. Maintenant, eh ben, on peut enfin passer aux lectures du mois d'avril. J'ai d'abord lu Mère morte de Aurélie Wellenstein, je crois que c'est ça, et je lui ai mis 4 étoiles. Mère morte, c'est l'histoire d'un monde similaire au nôtre, voire même peut-être le nôtre, dans le futur, après que toutes les mers se soient retirées, les océans, tout ça. De temps en temps, il y a des énormes tempêtes et des énormes tsunamis, des énormes vagues qui fracassent le pays, sauf que ces vagues ne sont pas faites d'eau, mais elles sont faites de monstres, de spectres, de créatures, qui sont plus ou moins les créatures de la mer, mortes maintenant, et qui viennent se venger des humains. Quand l'histoire commence, on est en plein dans un de ces tsunamis. Je crois que c'est pas tsunami qu'ils utilisent, que l'autrice utilise comme terme, mais je me souviens plus du livre, ça a été trop long ce mois d'avril. Mais quand l'histoire commence, on est en plein milieu d'un de ces tsunamis. Ural, dont c'est le boulot de protéger la ville, fait de son mieux pour protéger tout le monde, pour chasser ces esprits, ces créatures, tout ça. Et pendant ce temps-là, une espèce d'équipe de pirates sur un drôle de bateau décide de débarquer, de profiter pour faire l'assaut, que la ville est affaiblie pour faire assaut, et kidnappe Ural. Et donc du coup, l'histoire, c'est Ural sur ce bateau avec l'équipe qui essaie de se sauver, qui veut pas rester, mais qui n'y arrive pas forcément, et qui se rendent, je vais pas vous dire où, parce que le capitaine pense pouvoir rétablir la paix et rétablir les océans, ou au moins arrêter ces vagues de monstres. Autant vous dire que dès le début, j'étais à fond dans le couple entre les deux personnages principaux, donc Ural, et je sais plus comment s'appelle le capitaine du bateau, mais on était sur un enemies to lover qui, moi, m'a énormément plu. J'ai trouvé l'univers et les personnages absolument incroyables, j'ai trouvé qu'on ressentait tout, que c'était crédible, que c'était très bien écrit. Le seul problème, c'est que c'était un petit peu répétitif, il y a genre une marée tous les 2 chapitres, et à chaque fois Ural doit se battre contre la marée, et la fin était un petit peu expédiée, et d'ailleurs j'ai pas tout compris à la fin, il a fallu que j'aille demander de l'aide pour la comprendre. J'ai demandé sur internet à ce qu'on m'explique la fin parce que le dernier chapitre, genre vraiment le dernier chapitre, je n'avais pas compris.
J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ural parce que le personnage d'Ural, il accepte pas de se faire kidnapper, en fait, il se débat, il se défend, sauf qu'il est pas très doué, il y arrive pas, la plupart du temps, il se plante misérablement, mais au moins, il essaye de se battre. C'est pas genre un personnage dans les deux extrêmes. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, mais j'attends encore un peu de l'écrire, enfin de l'écrire, d'y réfléchir parce que j'écris pas mes vidéos. Mais en fait, j'ai l'impression que dans la littérature, surtout la littérature young adulte, il y a deux extrêmes. Soit le personnage est super passif et il subit l'intrigue, il subit ce qui lui arrive, soit il est méga actif, genre c'est vraiment le personnage badass qui casse des tronches à tout le monde et qui réussit tout et qui arrive à tout faire. Et Ural, il se trouvait vraiment au milieu, où en fait, il est pas passif, parce qu'il se défend, mais il est pas très doué non plus, parce que bah ça ne marche pas la plupart du temps. Ensuite, j'ai lu le premier volume de la bande dessinée jeunesse Brindille, de Frédéric Brémaud et Frédéric Berdolucci. J'arrive pas à me relire, donc si c'est pas ça, je sais pas. Et j'ai mis 2 étoiles. C'était pas terrible. Va falloir m'expliquer pourquoi dans une très très grosse partie des bandes dessinées, il y a toujours une femme qui se retrouve à poil, même dans la jeunesse, et que ça n'apporte absolument rien au bouquin. Alors ok, j'ai lu que le tome 1, j'ai pas lu la suite, mais je vois pas comment la suite pourrait m'expliquer pourquoi pendant une bonne partie du bouquin, cette demoiselle est complètement à poil. Au début du livre, Brindille se sauve d'une espèce de forêt ou de château en feu, et elle se retrouve accueillie par une petite tribu de petites créatures. Et elle est amnésique, elle se souvient pas de pourquoi elle fuyait ce feu, et je vais pas pouvoir vous en dire plus parce qu'en fait, le bouquin ne fait que soulever des questions sans vraiment donner de réponse. Alors du coup, oui, si je lisais le tome 2, du coup, j'aurais probablement ces réponses, mais je n'aime pas lire une bande dessinée ou même un roman en tournant les pages et en me disant, voilà, on va avoir la réponse à ce truc-là, ah non, c'est encore une question. Elle va réussir à résoudre ça, ah non, il y a un autre problème qui se soulève. C'est too much pour moi. Du coup, j'ai cette sensation qu'il se passait plein de trucs, mais rien à la fois, parce qu'il n'y avait aucune conclusion et aucune véritable explication à ce qui était en train de se passer sous mes yeux. Du coup, bah, 2 étoiles, et je ne recommande pas. Maintenant, c'est que mon avis. J'ai lu Yellow Jessamine, ou Yellow Jessamine, de Caitlin Starling, et ça a été un 5 étoiles. Est-ce que, si tôt dans l'année, on peut parler de meilleure lecture de 2021? J'espère que non, et que je vais en lire des aussi bonnes, mais honnêtement, pour moi, c'est du niveau de filles de rouille. Je sais pas si vous m'avez entendu l'année dernière parler que de filles de rouille, mais pour moi, c'est du même niveau. Je vais essayer d'expliquer correctement l'histoire de Yellow Jessamine, parce que je ne suis pas je fais pas de bons résumés. Yellow Jessamine, c'est l'histoire d'Eveline, qui est l'héritière d'une compagnie maritime, et qui donc vit dans une ville où c'est la crise totale, où il y a la maladie, la famine, la pauvreté, enfin franchement la ville elle est en train de s'effondrer, et elle doit gérer sa petite compagnie maritime tout en sachant qu'elle est veuve, et que du coup elle n'est pas forcément très prise au sérieux parce que c'est une femme, alors qu'elle mène ça vraiment d'une poignée de fer, hein. Franchement c'est une femme forte et puissante, et voilà. Et un jour il y a un virus, un mal qui apparaît dans la ville, un mal qui a l'air un petit peu fantastique, un petit peu, voilà, pas très naturel. Le souci, c'est que dans son temps libre, Eveline, elle a une espèce de serre, et elle s'essaye à la botanique, et elle fait des poisons, elle fait des remèdes, elle fait tout plein de produits pour aider les femmes ou pour tuer des gens. Et elle se persuade que le mal qui est en train de gangréner la ville est de sa faute. La plume est sublime, l'ambiance est incroyable, je saurais pas vous expliquer, c'est un roman qualifié de gothique, et je lis pas beaucoup de gothique, je pense que ça me plairait, mais j'ai pas encore réussi je me suis pas encore posé la question, cette phrase sort pas, mais je me suis pas encore posée de manière à chercher des romans gothiques que je pourrais lire, mais en tout cas ça c'était un très bon début, c'était incroyable. Le livre est très court, il peut se lire d'une traite si jamais vous en avez envie, hein, c'est vraiment un petit livre, et il y a un rythme, le rythme en fait ne faiblit jamais. C'est pas forcément un truc très rapide, c'est pas un truc avec une grosse cadence, mais il n'y a pas de creux. Le personnage d'Eveline, c'est un personnage fort, puissant, mais également imparfait, elle est vraiment pleine de défauts cette femme. Elle est complexe, avec énormément de mystères autour d'elle qui se dénouent petit à petit et qui se dénouent au bon moment. On n'a jamais l'impression qu'on nous donne une information comme ça sur la soupe ou qu'on nous fait attendre pour rien une révélation de malade. C'est lent, c'est étrangement calme par rapport à ce qui se passe dans l'histoire et à quel point c'est censé être... Enfin, pas à quel point c'est censé être angoissant, à quel point c'est angoissant. C'est angoissant, anxieux, il y a beaucoup de sentiments de paranoïa, c'est vraiment...
C'était incroyable. Je vous parle surtout d'Evelyn, mais il y a également le personnage de Violetta qui est absolument phénoménal et qui m'a brisé le cœur. Et le personnage d'Evelyn m'a vraiment brisé le cœur également. J'ai pleuré pendant cette lecture. Il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer. Les derniers livres qui m'ont fait pleurer, c'était Fille de rouille. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pleuré devant Fille de rouille, parce que c'était pas forcément triste, mais ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions. J'ai pleuré devant Les 7 maris d'Evelyn Hugo et devant Summer of Salt. Et du coup maintenant, on rajoute Yellow Jessamine ou Yellow Jessamine au palmarès. Si on pense que la fin est prévisible, pas assez tôt, mais si on pense que la fin est prévisible, au bout d'un moment, on nous fait découvrir un truc que là on se dit « Ah, ça je l'avais pas vu venir ». Il y a vraiment cette image de la paranoïa et plus tard dans le livre de la culpabilité qui la rattrape et qui la ronge. Et en fait, c'est vraiment bien expliqué. Pendant un moment, je me suis demandé si je lisais pas trop entre les lignes. Vous savez, comme quand on analysait les textes en français et qu'on se disait « Mais est-ce que l'auteur ou l'autrice a vraiment voulu dire ça ?» Pendant un moment, je lisais et je me posais la question « Est-ce que ça, c'était voulu ? Ou est-ce que c'est moi et mon pauvre petit cœur tout mou qui est beaucoup trop pris dans l'histoire et qui est en train de lire des trucs entre les lignes ?» Mais la fin, pour moi, elle avait un message fort. Elle avait un message vraiment beau autour de justement cette culpabilité, cette paranoïa, et sans faire de l'ombre à tout ce qui avait déjà été dit dans le livre, et c'était absolument magnifique. Ensuite, j'ai lu le premier tome de cette nouvelle saga de comics, enfin nouvelle. Ça fait 1 an ou 2 déjà qu'elle est sur le marché, de Buffy contre les vampires, que ma petite sœur m'a offert, et j'ai le volume 2 juste au-dessus. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, vous le voyez pas bien. Alors je sais qu'il existe énormément de comics de Buffy contre les vampires. Je sais qu'il existe par exemple une dernière saison à la série principale et une dernière saison à la série au spin-off Angel, que je devrais peut-être lire d'ailleurs parce que moi je trouve qu'on n'a pas eu de fin à cette série-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'était pas une fin. Je sais qu'il y en a également un comics sur Spike, et qu'il y a un comics sur Spike écrit par l'acteur de Spike, donc je sais pas si c'est 2 séries de comics différentes, non différentes, ou si c'est la même et qu'ils ont changé d'auteur entre temps. Je sais qu'il y en a un avec Angel and Faith, et il y en a sûrement plein d'autres. Ce que ma petite sœur m'a acheté, c'est une sorte de réécriture si jamais Buffy contre les vampires se passait à notre époque à nous, donc dans les années 2019 je crois, parce que évidemment Cordelia parle d'avoir été Miss Sunnydale 2017 et 2018 si je me souviens bien. À la fin il y a une espèce de galerie de couvertures qui sont absolument magnifiques, hein, on va pas se mentir. Les dessins à l'intérieur du comics font très comics, qui est un dessin que je trouve très joli mais que moi j'ai quand même pas mal de mal à m'adapter, je sais pas, j'aime pas trop, et j'aime pas la police de caractère des comics. Je la trouve pas toujours très lisible. J'ai mis 3 étoiles, est-ce que c'était sensationnel? Non, c'était pas extraordinaire, et ça apportait pas grand chose à l'histoire de Buffy qu'on aime et qu'on adore tant. J'ai trouvé que les personnages de Buffy, de Giles et de Willow perdaient énormément leur saveur. J'ai jamais été une grande fan du personnage de Giles, mais ça allait. Mais j'ai toujours adoré Buffy et j'ai surtout toujours adoré Willow. Je dis toujours comme si j'avais toujours regardé Buffy, mais en fait ça fait que depuis 2018 je crois que je connais la série, et encore peut-être plus tard, mais je suis devenue très fan très vite. Et j'ai été extrêmement déçue par Willow. Je trouve que c'est pas du tout la Willow que j'ai aimée. Je sais que ça a été transféré donc à notre époque, mais même à notre époque, je pense que Willow serait restée, en tout cas pour les périodes lycée, cette petite fille un peu timide, cette jeune fille un peu perdue. Après, il y a un petit côté sympa, c'est que Willow a déjà fait son coming out et Willow est déjà en couple au début de ce comics, pas avec Tara. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Willow, c'est le fait qu'elle se découvre, qu'elle se cherche, et également que c'était une femme absolument forte et puissante, sans jamais être comparée à Buffy. Donc voilà, j'ai trouvé que ça perdait énormément de sa saveur, que c'était pas ouf, mais peut-être qu'en lisant la suite, eh ben, ce sera mieux. Il y a une chose qui n'a pas changé par contre. Xander est toujours insupportable. Xander, pour moi, c'est un des pires personnages jamais écrits. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je déteste ce personnage. Je suis encore en train de regarder Buffy en ce moment parce que Teva est en train de faire une 1000e rediffusion. Je ne peux pas me piffrer Xander, que ce soit en VO ou en VF. Et dans le bouquin. Et enfin j'ai lu le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Le guide du voyageur galactique est pour moi un des meilleurs débuts de roman que j'ai lu. Ça m'a fait énormément rire, j'ai trouvé ça génial, mais vers la moitié j'ai complètement décroché.
et je me moquais un petit peu de ce qui se passait, même si le côté absurde était vraiment drôle et que les dialogues étaient vachement bien écrits. Au début de cette histoire, on suit un petit monsieur qui proteste contre la destruction de sa maison. Apparemment, il n'était pas au courant qu'aujourd'hui sa maison allait se faire abattre pour pouvoir y faire une déviation, pour y faire une route. Donc au début ça commence comme ça, Arthur je crois se plante devant sa maison et refuse de bouger. Et un peu plus tard dans la journée, il y a un vaisseau spatial qui apparaît et la même scène se passe où le vaisseau spatial explique à la Terre qu'ils sont en train de faire une route intergalactique et que la Terre est en plein milieu du chemin et donc la Terre va être détruite pour pouvoir faire cette route intergalactique. Et Arthur se retrouve embarqué avec son meilleur ami dans l'espace au moment où la Terre est complètement détruite et qu'il ne reste plus rien. Et il découvre donc que son meilleur ami est un extraterrestre, une sorte d'extraterrestre, et ils vont voyager au travers de l'espace ensemble pendant que son ami travaille sur le guide du voyageur galactique. Je suis floue. C'était un résumé un petit peu pourri, hein, on va pas se mentir, mais parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont échappé après ce début, c'est-à-dire que ce début était très drôle, j'étais à fond dedans, mais une fois qu'ils sont arrivés dans l'espace, j'avais beaucoup de mal à suivre ce qui se passait, c'était tellement absurde, il y avait tellement de personnages, il se passait tellement de trucs que j'arrivais plus à suivre. Mais c'était vraiment très drôle et c'était vraiment une expérience intéressante parce que je ne lis pas de SF, en tout cas pas beaucoup, et si je devais en lire, je me tournerais pas vers de la SF adulte, et encore moins vers un livre qui m'aurait été présenté comme un grand classique, un grand pilier de la SF, ce genre de choses, moi ça a tendance à me faire un petit peu peur, et j'ai tendance à rien capter à ce qui se passe. J'ai pas rien compris au guide du voyageur galactique, j'ai juste... À un moment, j'ai complètement décroché. Vers 75% du bouquin, j'ai complètement décroché. Mais à partir du moment où ils sont dans l'espace, en fait, il se passait plein de choses. Il y avait plein de bonhommes, plein de personnages, plein de trucs qui nous étaient pas forcément expliqués. Et l'intérêt partait doucement et j'arrivais pas à connecter qu'est-ce qui était quoi, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était qui. Et au bout d'un moment, bah, du coup, ça a fait que j'ai perdu complètement l'intérêt. J'ai écrit dans mon carnet, j'ai presque tout compris. Donc on fait quand même des efforts, on fait quand même des progrès au niveau de ma lecture de bouquins adultes. Du coup voilà, c'était mon update lecture du mois d'avril. Elle était pas terrible, hein, on va pas se mentir, mais au moins elle est faite. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup, ça me touche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous les avez lues, si cela vous a donné envie de le lire. Par exemple, est-ce qu'il serait possible que je vous donne envie de lire Yellow Jessamine ? Parce que c'était incroyable. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu, vous, pendant le mois d'avril, et si ça vous a plu. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça je pense que je l'ai déjà dit. Et pour ceux que ça intéresse, on se revoit la semaine prochaine.